Alerte emploi. Aujourd'hui en France, de nombreuses personnes sont enlevées du monde du travail. Nous avons besoin de vous. Bonjour et bienvenue au centre 7h99, je suis Madame Pi, coach manager. Bonjour à tous, je suis Junior, expert en solutions d'emploi. Ensemble, nous aborderons différentes séquences pour vous permettre d'évoluer dans votre emploi ou d'en retrouver un autre rapidement. Pour conserver votre emploi, différentes solutions vous seront proposées. De la formation en ligne aux ateliers pédagogiques. Pour retrouver un emploi, nous étudierons ensemble le CV adapté, la lettre de motivation, l'entretien professionnel, la prospection d'emploi et toutes les solutions à votre disposition. Pour les plus indépendants d'entre vous, nous ferons le point sur les solutions en fonction de vos envies et de vos capacités. Si vous avez des questions, la fonction écrire un commentaire est aussi faite à cet usage. Nous vous remercions de votre attention. Madame Pi, Oui, M Junior. que se passe-t-il? Que nous est-il arrivé? J'ai l'impression d'être dans un no man's land. J'ai eu l'idée de nous mettre à nu pour réaliser le programme Coach Emploi. Comme disait mon vieil ami Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. J'avoue que je ne comprends pas tout. Revenons aux fondamentaux de la recherche d'emploi. Repartons depuis l'origine. D'accord, et quand retrouverons-nous une apparence professionnelle? À l'issue du programme Coach Emploi, les participants comme nous-mêmes pourront revêtir leur tenue professionnelle et réussir les entretiens de recrutement. D'accord, que nous proposez-vous? Différentes séquences vont être proposées par 7h99. Séquences qui alterneront conseils de coach et formation pour permettre à nos internautes de mettre toutes les chances de leur côté et de quitter le no man's land. Ah d'accord, mais concrètement Madame Pi, j'avoue que je suis un peu perdu. Nous allons commencer par faire le point sur les expertises, ensuite comment rédiger un CV gagnant, et comment professionnaliser sa recherche d'emploi. Enfin, nous aborderons l'entretien professionnel de recrutement où nos internautes bénéficieront de différents conseils et d'un accès à des modules de formation en ligne pour mieux répondre aux questions des professionnels du recrutement. Quand commençons-nous? Maintenant, si vous le souhaitez, il suffit de cliquer sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à faire part à votre entourage de cette solution gratuite réalisée par les professionnels de l'emploi et de la formation de 7h99. À très bientôt. Bonjour et bienvenue au centre 7h99. Je suis Madame Pi, coach manager, avec Junior expert en solutions emploi. Nous allons faire le point sur vos expertises. Bonjour à tous. Pour réussir cette séquence, vous avez besoin d'un stylo et d'une vingtaine de post-it. Êtes-vous confortablement installé? Junior, il est important de préciser que ce travail va se dérouler en 4 étapes, afin de pouvoir rédiger un CV adapté à chaque demande d'entreprise. Tout à fait Madame Pi. Pour se doter d'une vision actualisée de son expertise, il est indispensable d'identifier complètement les tâches où vous êtes pleinement autonome. Ainsi, ensemble vous déterminerez tous les savoir-faire et savoir-être maîtrisés. N'oublions pas de préciser aux participants qu'ils peuvent passer différents tests gratuitement en supplément du travail à faire dès aujourd'hui. Pour commencer cette première partie, vous allez noter sur les post-it toutes les missions que vous estimez savoir faire parfaitement. Vos missions en fonction de vos 3 interlocuteurs, collaborateurs, managers et clients. 2 à 3 mots pour les noter. Je vous ai mis des exemples. C'est à vous. En cas de doute, de questions, n'hésitez pas à faire votre demande à l'aide de la fonction écrire un commentaire. Bravo pour votre participation à l'expérience 7h99. C'est à vous.
Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Bonjour Madame Pi. Lors de notre dernière rencontre, nous avons partagé sur la question de l'apprenance développée par le professeur Philippe Carré de l'Université Paris X et la notion de progrès en formation. Aujourd'hui, vous nous proposez d'expliquer les 4 mécanismes psychologiques de l'apprentissage. Tout à fait. Les découvertes en neurosciences permettent de préciser et d'affiner les stratégies d'apprentissage à déployer. Comme vous le savez, enfin je crois, il s'agit pour les professionnels de l'éducation et de la formation de permettre à l'individu de faciliter la production de ses propres compétences, d'être auto-efficient, d'améliorer l'automotivation. Oui, nous savons qu'un apprenant qui est réussi est une personne engagée dans son apprentissage, qui a aussi bien un but de maîtrise que de performance. Oui, c'est exactement cela, déclencher le désir de comprendre, de vouloir maîtriser le savoir et d'être capable de démontrer ses compétences sur le sujet du savoir. Par quoi commencer? Tout commence par la capacité du pédagogue à attirer l'attention. Or, nous avons une capacité cognitive naturelle à nous habituer à notre environnement. Si je vous fais sentir une odeur plusieurs fois, vous n'allez plus la ressentir. Ce phénomène d'habituation fait qu'il est important pour les pédagogues de se réinventer et de réinventer leurs propositions. Un autre exemple est celui des formations sur l'écoute. Tout le monde s'accorde à dire son importance. Comment la développer, la renforcer chez un individu qui suivrait la même formation sur l'écoute à chaque fois? Il sera habitué au discours ou exercice, sera moins attentif, et donc la stratégie d'apprentissage du pédagogue permettra une moins bonne mémorisation, réflexion et donc une moindre production de compétences. Que préconisez-vous pour mieux capter l'attention? Différentes solutions sont possibles comme l'humour, c'est un choix individuel en accord avec la culture du groupe. Après le mécanisme d'habituation, quel est le deuxième? L'association ou comment créer de nouveaux liens? Longtemps, les pédagogues se sont appuyés sur le conditionnement avec le behaviorisme. Un stimulus, une réponse. Ah oui, le fameux « sois sage, tu auras une image ». Tout à fait un conditionnement ce qui n'est rien. Et quand vous n'avez plus d'image? D'accord, l'association ne repose que là-dessus? Heureusement que non. Vous pouvez proposer 2 stimuli. C'est le cas avec la lecture en est un bon exemple. Associer un graphique à un son. C'est multimodal. Simplement pour un enfant qui ne serait ni auditif ni visuel, cela ne fonctionne pas au moins bien. Il faut utiliser d'autres canaux, le verbal ou le kinesthésique. C'est fréquent chez les personnes atteintes de troubles cognitifs ou les aveugles qui utilisent le toucher. Finalement, au lieu de se demander si j'enseigne bien, vous vous demandez s'il apprend bien? Exactement, l'apprenant et non le pédagogue doit être au centre du dispositif pédagogique. Après l'habituation, l'association, quel est le troisième mécanisme? Le plus connu, le plus utilisé et le plus sanctionné, l'imitation. Les professionnels de la formation parlent du copying présent dans 80% des situations d'apprentissage informel. Est-ce que cela signifie que le pédagogue doit montrer l'exemple? Oui, l'imitation est un phénomène complexe, mais c'est un facilitateur car il permet à l'apprenant d'utiliser différents modes, de les traduire, de mieux apprendre. Quel est le dernier mécanisme d'apprentissage après l'habituation, l'association et l'imitation? Celui qui est très en vogue avec le développement des jeux sérieux, la médiation. C'est-à-dire? Je donne des instructions pour réussir, je vise un but aussi bien de maîtrise que de performance. Et seul ou en groupe, je réalise des actions. Cela fait aussi appel à la mémoire du corps. De plus, c'est une solution qui facilite les erreurs qui sont indispensables pour réussir son apprentissage. La médiation n'existe que dans le jeu sérieux? Non, d'autres solutions, parfois, bien moins coûteuses permettent de la mettre en œuvre. Mais cela nécessite de la part du pédagogue de se décentrer, de ne plus se considérer comme le centre, le dépositaire des savoirs mais comme un guide, un accompagnateur. Aujourd'hui, la diversité des solutions permet de mettre en place des solutions dites 2.0. Elles sont complémentaires au travail du pédagogue. Elles permettent de faire appel à tous les modes et mécanismes d'apprentissage de l'individu pour un meilleur résultat. Merci Sébastien pour cet éclairage sur les 4 mécanismes psychologiques de l'apprentissage. Si nos internautes ont des questions,
Sébastien, vous nous proposez d'aborder la question de la compétence? Bonjour Madame Pi. Oui, entre l'instrumentalisation de la notion et l'instrumentation de l'activité. Il est important pour ceux qui parlent de talent de connaître la définition et le pourquoi des oppositions entre la formation et le management. Instrumentalisation et instrumentation? C'est bien cela? Oui, pour définir la notion de compétence, nous ne pouvons oublier le contexte socio-économique dans lequel elle évolue aujourd'hui. Vous voulez dire qu'il existe des définitions différentes du mot compétence en fonction du contexte? Exactement. La tendance du management est d'instrumentaliser la connaissance à des fins de rationalisation et de rentabilisation économique, alors que la tendance de la formation est d'instrumenter à des fins de développement professionnel et personnel. Sébastien, si l'individu devient plus compétent personnellement et professionnellement, il participe de fait à une meilleure rentabilité. Je ne comprends pas. Vous jouez sur les mots. L'hétérogénéité sociale et culturelle croissante des publics ne peut plus être ignorée. Elle contraint à une prise en compte à la fois précoce et méthodique de leur diversité, tant dans l'analyse des besoins que dans les manières de transmettre les savoirs, de former et d'évaluer. Oui, et alors? En quelques années, le terme de compétence, associé à celui de qualité, s'est installé dans le vocabulaire du management et de la formation professionnelle. Le mot compétence a fait l'objet d'un suremploi croissant dans les discours relatifs au développement des organisations et s'accompagne de plus en plus souvent de démarches managériales ou pédagogiques fortement normalisatrices. C'est pour cette raison que vous parlez d'instrumentalisation de la compétence par le management? Une utilisation trop systématique ou rigide et souvent simplificatrice de ce terme tue davantage qu'elle n'oriente l'expertise même du professionnel. C'est vrai. La formation professionnelle devient une simple fonction support. Surtout lors de restructuration. Dans le contexte actuel, la formation se transforme en support de normalisation et de prescription. Cela conduit tout salarié à manifester les compétences requises, moins par la qualité ou l'efficacité réelle de son action, que par sa conformité avec le référentiel. Cette approche peut paradoxalement s'accompagner d'une réduction des choix offerts aux apprenants. Les contenus étant prescrits, mais aussi les comportements professionnels considérés a priori comme les plus efficaces et devant de ce fait s'appliquer. Les limites de l'instrumentalisation fonctionnelle de la compétence apparaissent pourtant dans l'observation des situations effectives de travail, parfois très éloignées des situations clés, dont la complexité a été réduite à des fins pédagogiques. C'est vrai. Avec ces imprévus, ces astuces et ces stratégies adaptatives, le travail réel déborde de toute part face au travail prescrit détaillé dans les référentiels. Pour établir un lien entre performance et compétence, il serait au minimum nécessaire de confronter l'activité du professionnel à plusieurs situations relevant d'une même classe. Un professionnel peut réussir par hasard, sans totalement en appréhender toutes les raisons. Dans ce cas, la performance n'est pas systématiquement reproductible. La compétence ne peut être considérée comme acquise à l'intérieur d'une même classe de situation. L'effectivité singulière de chacune d'elles rend indispensable une gamme de comportements adaptés visant, en particulier, à réduire les risques. Si je vous comprends bien, la question de la définition même de la notion de compétence, en vue de son évaluation suppose, de la part des évaluateurs, qu'ils soient capables d'isoler de façon rigoureuse les multiples capacités requises pour chaque type de travail, puis de les hiérarchiser et d'analyser en sous-compétences et prérequis. Madame Pi, cette définition essentiellement segmentée et additive de la compétence ne suffit pas. Sébastien, il suffit de définir également leur relation avec les variables environnementales et les conditions nécessaires aux micro-ajustements, aux raccourcis pratiques et aux régulations. En réduisant la mesure de la compétence et celle de la qualité aux artefacts destinés à les décrire. Vous pouvez utiliser toutes les grilles avec des listes d'items, des indicateurs de performance ou de mesure. La rationalisation des processus d'évaluation et de pilotage des organisations débouche sur un paradoxe et sur des blocages contre-productifs. Que proposez-vous?
Plutôt que de stimuler les dimensions propres à un métier, vous allez aboutir à les détruire. En les réduisant à ces aspects opératoires les plus élémentaires, seuls ceux aisément observables et mesurables sont identifiés. Il faut faire des professionnels des experts de l'adaptation et non de la routine. Cela commence par penser autrement. D'apprendre à apprendre. Ce changement de paradigme est indispensable pour la survie de chacun. Des organisations comme des salariés. Merci Sébastien.